Et donc la mitraillette s'est enrayée, quoi. La bite s'est enrayée, et l'autre partie, elle a couru vers son bureau, il a appuyé sur un bouton qui a actionné une sirène, et tous les miradors se sont réveillés, et puis on menacé de... Et voilà, alors ça a bâti, après on dit, il y a une porte, on essayait toutes les portes. Notre chef militaire, qui est un colonel, reçoit une balle dans le genou, parce qu'il veut passer par le couloir principal, que des gardiens refusent d'ouvrir. On appelle Dumas, et on dit à Dumas, ils ne veulent pas ouvrir la porte. Ben, attendez, je vais la faire ouvrir. Il tape au carreau, il dit ouvrez la porte. Si on vous demande d'ouvrir la porte, c'est qu'on en a besoin. Donc les gens, ils ne pouvaient pas refuser. Alors, ils ouvrent la porte, le gars s'arrête, mais il avait déjà une mitraillette qui s'était installée à bout de l'allée. Il a eu une balle dans le genou, donc il était appuyé à le promener sur le civière pour qu'il continue à... Moi, on m'envoie du côté du parloir, parce que les gens qui viennent au parloir, ils ne passent pas par le reste de la prison, il y a une allée particulière, spéciale. On m'envoie là et on me dit, voilà, il faut aller voir si ce passage est libre. Alors j'avais un autre copain avec moi, un peu plus âgé, beaucoup plus âgé même que moi. Au moment où je veux j'ouvre la porte, prêt à me précipiter, lui me retire en arrière, il prend son béret, il y avait une latte de bois qui trouve par terre, il le prend, il met son béret dessus, et il fait passer le béret criblé de balles. Il dit, toi, bon, alors on avait compris, ça veut dire que ce couloir-là était arrêté. Alors en fin de compte, on dit, voilà, il y a la porte principale qui a été murée, mais elle a été murée depuis 15 jours, ça doit être facile à défaire. Alors tout le commando se porte sur cette porte pour démolir ce mur, pour pouvoir accéder. Parce qu'on avait les clés, on avait les clés de toutes les réfectoires, de tous les dortoirs, et dans les portes principales, qu'on a pu se faire grâce à un copain, mon chef de groupe d'ailleurs dans le Lot, qui avait écrit à son fils, qui avait envoyé toutes les empreintes des portes qu'on avait défoncées. Et donc on avait les clés, mais elles n'ont pas servi malheureusement. Donc on va pour défaire ce mur, mais il y avait un mirador qui était juste au-dessus. Alors ils ont envoyé des grenades, on a un camarade. Et il y a des Espagnols qui disent attention les grenades, il y a 3 minutes en principe. Je crois que c'est 1 minute, je ne me rappelle plus exactement. Il dit donc si moi j'entends quand il lâche la cuillère, on peut la reprendre, la relancer. Ils l'ont fait deux fois et après ils n'ont pas recommencé. Et puis il y en a une qui tombe, il y avait un camarade au Lagne, on était allé chercher des paillasses pour qu'ils se protègent des éclats de grenades et qui marchaient en rampant vers la porte pour commencer à taper le mur. Il y a une grenade qui passe dessous lui. Il veut la prendre pour la rejeter, elle a éclaté à ce moment-là, il a été complètement déchiqueté, il est mort un quart d'heure après, quoi. Le camarade docteur a essayé, le chirurgien, c'était un gaulliste, a tout fait pour essayer de le sauver, mais il avait un bras à lambeau, une jambe à lambeau, il était tout ouvert. Et ces derniers mois, ces gars-là, parce que tout le monde s'est précipité pour lui, il me dit non, non, pas moi, la porte. Mais il y en a qui l'ont pris quand même, quand le chirurgien est arrivé. Et il a dit, non, je ne peux pas faire rien là-dessus, il faut la mener jusqu'à l'hôpital. Donc il y a 4 types qui l'ont porté jusqu'à l'hôpital. Et ils ont fait une première opération du bras. Non, de la jambe, il avait amputé, quoi, il fallait qu'il... Mais elle n'a pas pu la finir, il est mort. Et alors il
a fait signe à un copain de se pencher sur lui. Et il a dit je suis content pour la France, je meurs. Pas de dire, de faire, hein, parce que Hollande, il s'appelait Louis Hollande. Ça devait être traumatisant pour vous d'assister à ce genre de scène. On a eu 47 blessés par grenade, par des clats de grenade, je veux dire, pas. Et malheureusement, on n'a jamais pu entamer ce mur, parce que chaque fois qu'on approchait près de lui, ben, il nous lançait des grenades dessus. On avait un copain, on avait notre dortoir qui était au premier étage, il y avait une fenêtre qui donnait juste sur ce mirador. Et il y avait un gars en permanence qui criait, ben, la guerre va être terminée, les Allemands sont foutus, bon Dieu, mettez-vous avec nous, on est français. Mais c'était des miliciens. Alors, pas ces miliciens, il y en avait là. Et voilà. Alors ça s'est terminé à partir de là, de ce mur qui a été loupé. Il y en a un qui vient de me voir et dit, bon ben écoutez, c'est pas la peine, c'est fini. On va se retrouver, il y a un bureau, le bureau où il y a le standard téléphonique. Il y a Fuchs, le délégué coliste, et puis Ozias, le délégué communiste, qui téléphone à la préfecture du Lot-et-Garonne en disant, voilà, on va déposer des armes, mais vous allez nous donner votre parole d'honneur qu'il n'y aura pas de représailles. Oui, ça, on vous donne notre parole d'honneur, vous pouvez laisser les armes et tout. On téléphone à d'autres préfectures, le tour de la... Pareil. Et puis on rappelle, mais pas le préfet, le sous-préfet qui habitait Villeneuve, en lui disant, voilà, on va déposer les armes. On a demandé au préfet de pas qui ne fasse pas de représailles après. Qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais ils ont appelé une division allemande de l'artillerie qui ont mis des canons en batterie autour de la centrale qui sont prêts à bombarder. Alors évidemment, il a fallu céder, alors on a libéré Chivot, et on a dit à Chivot, vous appelez vos amis. Mais il y avait un revolver, il n'y avait pas de balle dedans, malheureusement il n'y avait pas. Mais sous la menace du revolver, il a dit attention à ce que vous dites. Alors Chivot, c'est moi Chivot, vous reconnaissez ma voix? Oui. Bon, alors je peux vous dire une chose, c'est que ces gens-là ont été très corrects, ils se sont comportés comme des soldats. Je leur ai donné ma parole d'honneur, qu'il n'y aurait pas de représailles après, je vais sortir. Attention, ne vous trompez pas, il y a peur peut-être que les autres tirent dessus. Donc il est sorti. Et nous, c'est les Allemands à ce moment-là qui nous ont parlé en disant on vous donne 2 demi-heures pour déposer les armes, ça, on bombarde. Et s'ils n'ont pas bombardé, parce que ça ne faisait pas partie de leur système de dire si vous, on verra, hein. Ils auraient tiré d'abord. Mais il y avait la femme à Chivot qui a dû aller trouver le commandement de cette division de machin en leur disant mais si vous bombardez, il y a mon mari, il y a une délégation de Vichy, et il y a tous les gardiens et tous les services administratifs de la prison qui doivent être sous les bombes. Et c'est pour ça qu'ils nous ont donné 2 demi-heures pour déposer les armes. Parce que ça ne faisait pas partie de leur principe. Ça. Et voilà comment ça s'est terminé. Mais ils vous ont menti parce qu'il y a eu des représailles. Bien sûr. Il y a eu des fusillés. Alors ils ont pris ce prétexte qu'il y avait des armes qui restaient encore, on ne savait pas, après il y en avait qui le savaient, qui ont été enterrées dans le jardin de l'infirmerie. Et ils ont fouillé ce jardin parce qu'ils ont vu qu'il avait été travaillé et ils ont retrouvé ces armes.
Alors ils ont dit le prétexte qu'ils n'ont pas tenu leur parole, c'est parce qu'on leur avait menti en disant qu'on avait posé les armes, parce qu'il y en avait qui étaient cachés. Et alors ils ont été condamnés à mort. Le lendemain, il y a Darnan qui arrive à la prison avec 30 policiers de la police judiciaire, 30 qui venaient de Brive, non, de Toulouse, et 30 qui venaient de Limoges. Les 30 de Limoges, il demandait 50 têtes, il fallait qu'il trouve 50 têtes. Alors ceux de Limoges se sont comportés comme des nazis. Nos camarades, ils sortaient d'interrogatoire à sang, ils les ont bastonnés comme c'est pas possible. Ceux de Brive, il n'y a pas eu un coup de poing, pas rien du tout. Ils leur ont dit un peu ce qu'ils nous avaient dit à nous quand on est passé devant eux. Ils nous ont dit on est obligé de faire un rapport, vous nous dites ce que vous voulez, on marque. Voilà, c'est passé avec ceux de Toulouse. Mais les autres. Et puis le 23, le 22, il y a eu une première séance de cette cour martiale où il est sorti que 18 condamnés à mort. Il y en a eu une deuxième de 19, le 23 février 44. 23 février, où là, il y a 6 qui ont été sortis de la liste. Alors, ça a été fait, il y en a 6 qui ont été faits de la liste, dont ils ont annoncé qu'il y avait 12 condamnés à mort. Et à ce moment-là, il y a Ozias qui s'est levé, il a dit maintenant, moi aussi, je vais vous parler du verdict de la résistance. Il a dit Chivot, condamné à mort, Guy, condamné à mort, Martin, condamné à mort, enfin tout ce qui avait été vraiment ce qui était là pour nous juger, quoi. Et ils ont été condamnés à mort. Le soir même, l'information est passée par Radio Londres. Ils ont parlé de la centrale, et puis ils ont parlé aussi des condamnés à mort par le Ozias. Alors, il a fait ça, après on les a amenés dans la cour, qu'on appelait la cour d'épandage, parce que dans le temps où ils avaient leur linge même, c'était là où ils pendaient les arbres pour les faire sécher. Et quand ils sont arrivés en chantant la Marseillaise, pas la Marseillaise, la Marseillaise, si, et qui a été repris par le chant du départ, un français, bon, pour elle, un français de mourir. On les a mis devant les poteaux. Dans la nuit, ils avaient planté les 12 poteaux d'exécution. Ils ont refusé la cagoule, mais on leur a mis de force. On les a attachés après de poteaux d'exécution. Et il n'y a qu'un gars qui a pu le voir. Et ce gars-là, c'est un instituteur qui était de Lot-et-Garonne. Tout le visage, tous les hommes avaient été ramassés, mais lui était déjà en prison, et tous les hommes ont été déportés de l'armée. Et ce gars-là, qui montait sur les épaules d'un copain, et il est arrivé à une fenêtre assez haute, et il a vu simplement le sabre, quand le gars a commandé le feu, il a baissé le sabre, c'est là que ça a tiré. Il avait un gars de 24 ans. Et tout le monde a été vraiment courageux. Il y avait Ozias, la veille. Non, avant de passer devant le tribunal, il n'était pas encore interrogé. Il était en train de rouler une cigarette. Il y a un copain, tranquille, comme si ça avait été... Alors son copain lui dit, mais dis donc, ça, t'as pas l'air de te faire beaucoup de mille, mais pourquoi je me ferais de la mille? Il dit,
On a fait quelque chose, on a loupé. Mais il pensait qu'il n'y aurait que lui qui serait passé par les armes, parce que c'était le principal dans les délégués. Mais malheureusement, non. Alors, au tribunal, il n'y avait pas d'avocat. Ils n'ont pas pu faire la preuve que les gars avaient participé à la révolte, quoi, à l'insurrection. Et on a appris que la liste avait été faite la veille dans un restaurant où ils avaient fait une petite bombe, quoi, parce que... Et c'est là que la liste des fusillés, des condamnés à mort avait été faite. Même Chivot a dit le lendemain, a dit, mais on les a condamnés sans preuve. Puis l'Allemagne lui-même l'a reconnu. Mais voilà, Ozias, c'était quelqu'un qui avait un profil très intéressant, très militant. Il était syndicaliste CGT des PTT à Marseille. Ozias, oui. Ouais. Lui, c'était un combattant. Un brave garçon, il était d'une gentillesse. Mais la répression ne s'est pas arrêtée là, puisque... Oui, alors, le soir même, après l'exécution, nous, on était déjà tous dans nos dortoirs, on n'avait pas le droit de sortir le dortoir. Et puis, le lendemain, il y a non, le jour même, le 18, le 19, 23. Le 20, le lendemain de la... 23 février, il y a tous ces policiers qui sont arrivés, on a tous été fouillés, on a tous passé un interrogatoire, mais personne n'a dit de nom. Il y a un jeune qui a vu, quand il a vu ses copains sortir en sang, qui a pris peur et qui en a dénoncé 3. Il est mort à Dachau, et avant de mourir, il a demandé à voir Fuchs, et il a dit je sais que je vais mourir, je voudrais qu'on me pardonne. Il s'appelait Lucien. Lucien, celui qui a parlé apparemment. Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas marqué dans le livre tous les débats, donc je ne peux pas savoir. Parce que Lucien, il y a Lucien, mais c'est Lucien Bordeaux, c'est la première manifestation qu'on a fait pour le faire sortir des pupilles pour qu'il vienne avec nous. Et donc, du coup, avant d'être déporté à Dachau, vous allez être d'abord transféré à Compiègne Oui, mais attends, ça se passe au mois de février. Et au mois d'avril, on est en train de préparer, un groupe qui est en train d'essayer de préparer une nouvelle tentative d'évasion, parce que comme les nouvelles sont bonnes, les Allemands sont en train de reculer partout, on dit c'est peut-être le moment. Et puis le 30 avril, tout d'un coup, moi je m'attends à 14, il est 5h du matin, 5h30, il commence à faire jour, et j'entends trépigner dans la course du pavé, ça s'entend, les godasses de... Et je veux parler à mes copains, je dis, c'est pas ce qui nous arrive, je me penche, je vois qu'il y avait des gendarmes, des SS, et puis des miliciens. Et j'arrive à retourner vers les copains pour dire, je sais pas ce qui nous arrive, mais la porte du dortoir est défoncée à coup de crosse, qui est ouverte d'un coup de crosse, et les SS sont dans le dortoir. Et à coup de crosse, ceux qui sont levés, ceux qui sont encore couchés, on n'a pas le temps de s'habiller, on descend tous en tenant le pantalon à la main comme ça, parce que ils n'attendent même pas qu'on ait attaché le bout de ficelle qui nous a ceinture. On arrive en bas, il faut se mettre les mains sur la tête, comme ça, garde à vous. Après, il nous amène sur la place centrale, où on joue tous nos copains. Moi, j'étais au pré au 4, c'est-à-dire on est les derniers à être pris. On retrouve tous les copains qui sont tous comme ça, là. Et à 2h de l'après-midi, alors, on est resté quand même presque 6 heures, 7 heures, comme ça.
il y a les SS qui se promènent entre nous, s'il y en a un qui plie un peu les genoux, un grand coup de crosse pour le dresser. Moi, j'ai à côté de moi un jeune briguiste qui est en train de... c'est un séminariste qui est en train de faire une prière, certainement, je ne sais pas, mais enfin... Et les SS le voient, ils envoient un coup de crosse dans la tête pour... Et à 2h de l'après-midi, il y a des camions qui arrivent avec des colis. Un petit colis de la Croix-Rouge qu'il faut tenir sur la tête, toujours pareil. Et puis 1 heure après, il y a des camions militaires arrivent où il faut monter. On est les uns sur les autres parce que toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ces camions nous amènent à la gare de Penne, mais il reste 110 prisonniers qui ne peuvent pas monter dans les camions parce qu'il n'y a vraiment plus de place. Ils vont courir de la centrale jusqu'à la gare de Penne, il y a 12 km, avec les mains sur la tête, à un moment donné, il y en a un qui tombe, c'est un Espagnol, Vergla, qui n'en peut plus, quoi. Nos copains veulent le prendre pour le redresser, à coup de crosse, ils sont obligés de le lâcher. Il est trépigné par les autres qui n'ont pas le temps de se le détourner. Et puis quand les derniers sont passés, on entend un coup de feu, ils ont tiré une balle dans la tête. Et même mort, ils l'ont mis dans le convoi. Il faisait partie du convoi. La résistance locale a essayé d'empêcher ce train de partir. Une première fois en attaquant les SS, mais malheureusement c'était le groupe Kléber, des petites mitraillettes, c'était des fusils de chasse contre des mitrailleuses, ça ne fait pas le poids. Ils ont été obligés de se sauver parce qu'ils seraient tous fait tuer. Ils essayent une deuxième fois, ils vont à 10 km plus loin, ils mettent une charge sur le rail pour essayer de couper la voie de manière que le train ne puisse pas partir. La charge n'est pas suffisante, elle éclate au dernier wagon où je suis. Elle n'empêche pas le train de partir parce que le rail est juste à grignoter d'un côté. Mais par contre, ça abîme le fond du wagon, c'est-à-dire il y a un trou qui est à peu près comme ça. Et le train continue à rouler, il s'arrête en pleine campagne, et il y a un SS qui vient voir les dégâts qu'a fait le machin pour voir si ça ne permettrait pas de s'évader. Et on crie, nous, on est déjà en soif, on a soif, on est déjà en sueur parce que les wagons sont restés toute la journée en plein soleil. Quand les portes se ferment, parce qu'il y a les portes et puis les 4 basistas qu'on laisse ouverts pour que les... Il y avait encore, c'était les wagons qui avaient servi pour la guerre de 14-18, parce qu'il y avait encore les inscriptions, chevaux 8, hommes 40. Et bien ces machines, ces petites lucarnes qui permettaient le machin, étaient attachées avec du fil de fer à l'extérieur, on ne pouvait pas les ouvrir. Donc on était dans une dans l'obscurité là, et puis la chaleur au bout d'une heure déjà. Alors on a crié qu'on voulait de l'eau. Comme réponse, il a passé son arme dans le trou qu'avait fait la bombe, dans la décharge, et il a tiré 2 fois. J'avais un copain avec moi qui était d'Ayan, j'en ai parlé hier parce que j'ai reçu des gens de là-bas. La balle, il a coupé le main, complètement. Ça l'a pris à l'enfilade. Et on est resté 52 heures comme ça dans le wagon. On arrive à Bordeaux. Entre Penne et Bordeaux, on aurait dû mettre 4 heures. Mais on est du bétail, on est même moins que du bétail. Donc il ne fallait pas gêner notre circulation, c'est-à-dire des voyageurs civils et puis des convois militaires, il ne fallait pas les arrêter. Donc on nous mettait sur des voies de garage, on est resté 6 heures, 10 heures, des fois qu'1 heure. Et quand ces wagons étaient arrêtés,
et que le soleil tombait dessus, c'était des étuves. Parce que quand il roulait, il y avait toujours un peu d'air qui passait par les portes coulissantes, là. Mais quand il est arrêté, c'était... Eh bien, il y avait tellement de solidarité entre nous qu'au bout d'un moment, il y avait des personnes âgées qui tombaient dans les pommes, quoi, qui étaient... Il y en a un qui était dans le wagon, qui était un de nos délégués, qui a dit, messieurs, vous êtes serrés, mais il faut se serrer davantage, parce qu'il faut qu'il y en ait qui puissent s'allonger avec la tête près de la glissière, de manière que le seul endroit où il passait un peu d'air frais, quoi. Sans ça, on va les perdre. Et bien, tout le monde s'est serré. On arrive à Bordeaux, la porte s'ouvre. Il y a plein de... Ils nous distribuent une tasse de bouillon chaud, on crevait de soif. On avait les lèvres gonflées, fendues, parce qu'on léchait toujours les lèvres. Et on nous donne une petite tasse de bouillon frais, chaud. On aurait préféré du froid. Enfin bon, c'était comme ça. J'appelle une dame qui avait de la Croix-Rouge, et puis je lui dis, dame, on a un grand blessé dans le wagon, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Elle dit, je vais voir, elle va voir le chef de convoi. Elle lui dit, voilà, il paraît qu'il y a un machin, vous permettez que j'aille voir? Elle lui dit, oui, je vous donne 5 minutes. Elle monte dans le wagon, elle redescend aussitôt, c'est déjà en putréfaction, au bout de 52 heures, dans l'atmosphère qu'il y a dans ce wagon. Elle redescend pour me dire au chef de convoi, non, je ne peux rien faire sur place, il faut l'hospitaliser. Refusé. Je vous donne 5 minutes de plus, si vous lui faites une piqûre, quelque chose, mais pas plus. Elle monte dans le wagon, elle a été obligée de sauter aussitôt, les portes sont refermées sur elle. On n'a plus rien faire. Et il est mort. Il est mort après d'arriver à Compiègne. La gangrène s'était mise dessus. Alors cette atmosphère de tinette, d'air confiné, de cette blessure, c'était... Évidemment, on s'habitue petit à petit, ça vient petit à petit, on l'a vécu dans une atmosphère complètement pourrie. Alors on est resté 15 jours à Compiègne. On était dans un état lamentable. On avait d'abord nos costumes de bagnard, mais on n'avait pas les vestes parce qu'il faisait tellement chaud qu'on avait gardé que les chemises, tout ça c'était resté à la prison. Et les chemises étaient en lambeaux, parce qu'on arrachait les brins de chemise qu'on collait contre les wagons, contre les parois des wagons, parce qu'il y avait la condensation, il y avait de l'eau qui coulait pour avoir de linge mouillé, pour pouvoir se mettre sur les lèvres. Et on n'avait pas fait attention, mais ce wagon avait transporté du charbon de bois. C'est la poussière de charbon de bois, il y en avait partout. On est arrivé à Maché, quand on se regardait, on était noirs, on se dit des nègres. Et c'est là que j'ai vu que mon copain était mort quand on a descendu du wagon. Et ce copain avait été oublié. Il n'est pas sur la liste des déportés à Aïs. Aïs, d'accord. Il n'y pas. Alors je téléphone à Alliange, je savais où il était à Alliange, pour savoir s'il y avait encore de la famille. Je m'adresse au souvenir français. J'ai un gars très gentil qui me répond. J'ai dit voilà, je voudrais me renseigner sur la famille merde, comment ça s'appelait? On va le retrouver, le nom est dans votre livre. C'est-à-dire, oui, mais j'en parle presque tous les jours. J'ai raconté encore une histoire parce que j'ai reçu des gens de l'Est hier. Mais bon, j'ai la mémoire qui flash. Je téléphone et puis je dis voilà, je voulais savoir s'il y a de la famille pour ces messieurs, ces deux garçons qui avaient fui parce que ça ils étaient
alors, obligé de servir dans l'armée allemande. Et le gars il me dit, écoutez, je vais aller voir. Alors il me dit non, il me répond, il me dit nom de la famille, il n'y en a pas. Et j'ai dit, est-ce qu'ils sont sur le monument aux morts? Alors il me dit, écoutez, je vais aller voir, et je vous rappelle, il va voir. Il me dit, oui, il y a un nom, c'est Edouin il s'appelait. Il y a un nom, il y a Constant Edouin, mais il n'y a pas d'André Edouin. Alors je lui explique comment il était mort. Et il me dit, ben, écoutez, vous me faites un rapport complet, les conditions où il est mort, il n'a pas pu être évidemment marqué à Compiègne parce qu'il était déjà mort. Et c'est pour ça qu'il a été oublié. Son frère est mort à Dachau, lui, le plus jeune. Et je lui ai dit, bon, mais vous pouvez faire le nécessaire pour qu'il soit porté sur le monument aux morts. Et 15 jours après, il m'a envoyé la photo comme quoi il pouvait faire le nécessaire. Super. Voilà, comment ça s'est terminé. Mais Dachau, du coup, le transport à Dachau, vous étiez sans par wagon? Dachau s'est fait le 18 juin. Le 18 juin, le 17 juin, on nous amène le 16 juin, on nous amène des outils, des serpes, parce qu'il fallait désherber autour des baraques. L'herbe était comme ça, il fallait désherber. Alors on nous donne ça, toute la journée, on a désherbé, on n'avait pas fini. Le lendemain, il a fallu continuer, mais à la main, ils ont refusé de nous donner des serpettes et tout ce qui... On a continué avec la main d'arracher. Et le soir, on est venu nous fouiller, on a fouillé toute la baraque, nous fouillait nous, et on nous a dit que l'on partait le lendemain. Alors, quand on a formé les carrés de sang, parce que c'était les ordres qu'on avait reçus, en arrivant à la gare de Compiègne, il fallait se mettre par rang de sang, par groupe de sang, on s'était arrangé pour mettre un médecin ou un infirmier, mais quelqu'un qui puisse éventuellement donner, parce que vous ne savez pas où on allait et combien de temps ça allait durer. Donc, on avait demandé à avoir en fait, on n'en a pas eu besoin parce qu'on a mis 2 jours simplement, même pas un jour et demi, entre Compiègne et puis... parce que ceux qui repartaient, il y avait l'histoire des trains qui étaient prioritaires par rapport à nous, mais il y avait des coupures de train aussi, il y a des coupures de rails dans des endroits, il fallait qu'ils attendent que la réparation soit faite pour passer. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps. Et on arrive à Dachau dans le 20 juin. On a changé, au départ, c'était des Italiens qui accompagnaient le train. Et après, ça a été des Allemands, mais des gendarmes allemands. Et c'est eux qui nous ont amenés jusqu'à Dachau, qui nous ont amenés jusqu'au camp, puis qui sont partis. On nous a laissés sur place, on n'a vu personne du camp. On voyait simplement les gens qui travaillaient. Et ce qui nous avait surpris le plus, c'est qu'on voyait des types arrayés en train de taper les autres. On a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Les capots. Et on comprend, oui, les capots. Et on comprendra le lendemain, parce que le soir même, ils nous ont laissés tranquilles, à part qu'ils sont venus pour nous dire qu'ils ne pouvaient pas nous amener dans un dortoir parce qu'on n'était pas passé par les douches et tout. Et on a dormi sur le ciment dans un hangar qu'il y avait au milieu du matériel, de vieux lits cassés, de vieux chalets cassés, un peu de tout un peu. Et le lendemain, ils sont arrivés, mais ils avaient les tripes. Et courir, il fallait courir partout, on est passé aux douches, avec un coup l'eau froide, un coup l'eau glacée, un coup l'eau brûlante. Après, on passe faut monter sur des tabourets. On passe d'abord devant un type qui nous donne les cheveux. Après, on monte sur un tabouret pour qu'il nous coupe les poils du corps. Et puis, on nous donne des vêtements. Alors, c'était des vêtements civils. Moi, j'avais un costume noir.
mais les manches de la veste, il y avait des cercles à la peinture rouge, sur chaque manche. Il y avait un pantalon, c'était pareil, il y avait un ciel. Et sur la veste, derrière la veste, il y a une cible qui était tracée. Voilà ce qu'on avait comme vêtement, qu'on a gardé pendant tout le temps de la quarantaine à Dachau. Puis un jour, il y a un type qui est venu, qui a demandé les métiers qu'on avait pour nous classer dans les commandos. Et puis on nous a habillés, puis quand on a eu nos costumes et puis nos matricules, qu'il fallait coudre, un sur la veste et un sur le pantalon, sur le côté du pantalon, on nous a emmenés au camp d'Alag. Camp d'Alag qui était à 8 km du camp de Dachau. Il y avait une grande usine, les BMW, où ils fabriquaient des pièces pour avions. Et c'est pour ne pas avoir ce chemin à faire tous les jours, ils avaient créé un camp uniquement pour la BMW. De beaucoup plus près. Et là, il y avait deux camps importants. Il y avait ceux qui travaillaient dans l'usine même, c'est-à-dire sur les machines-outils. Ils étaient à peu près 300 à l'intérieur. Et puis il y en avait 300 qui travaillaient à la fortification de l'usine. Ils avaient coulé un dôme au-dessus de l'usine et ils ajoutaient toujours des couches de béton pour que ça puisse résister à n'importe quel bombardement. Et voilà comment c'est passé. Moi... Et vous étiez dans l'usine? Non. Non, j'étais dans un tout petit commando. Quand on arrive à Dachau, on couchait à 3 dans un lit, dans un chalit de 70 sur 2 mètres, on couchait à 3, c'est-à-dire tête bêche. Et moi, je me suis retrouvé avec 2 copains de l'Est, bien sûr, parce que c'était tout ce qu'on voyait avec des copains de l'Est. Entre Pierre Doise, qui après sera député des Bouches-du-Rhône pendant une dizaine d'années, et qui aura un accident de voiture où il va mourir avec sa femme, que le chauffeur, qui était aussi un ancien copain de... On ne s'était jamais quitté pratiquement. Moi, j'avais échangé de commando 3 fois, parce que je m'étais piqué, on faisait le premier commando avec, on était 12. Il y en avait 6 qui faisaient de la maçonnerie, et il y en avait 6 qui faisaient des pluches. On leur amenait des sacs de carottes, de pommes de terre, tout qui faisait des pluches, parce qu'à 50 mètres de nous, il y avait une cantine pour les travailleurs libres, c'est-à-dire les Allemands ou tous les volontaires pour le travail. Alors on travaillait là, on crevait de faim, puis il y avait les odeurs de cuisine qui nous arrivaient, enfin bref, c'était grillagé. Ceux qui étaient là n'avaient pas le droit de nous parler, et nous on n'avait pas le droit de se approcher de ces grillages. Mais j'étais tombé sur un petit commando de 12 personnes, je te dis, et le chef de commando c'était pourtant un triangle vert, parce que presque tous les capots s'étaient condamnés de recopains. Mais un type qui a été très gentil avec nous, il nous a prévenus au début, il a dit, vous savez, des fois, vous m'entendez crier. Parce que ça fait partie de notre mode. Quand je vois le SS, parce que tous les commandos, il y avait un SS, 2, quand le SS approche de vous, je crierai. Vous allez voir que je suis là, quoi, que je vous bouscule un peu. Mais n'ayez pas peur, c'est simplement, il nous appelait par notre prénom. Il avait demandé le prénom à chacun. Et il y avait des Italiens qui faisaient des pluches, qui un jour se sont mis à chanter en épluchant une petite mélodie italienne, c'était très joli, d'ailleurs ils chantaient bien en plus. Et le SS, le SS, il devait avoir 85 ans à peu près. Alors quand les gens étaient français, ah français, ah Paris, pendant la guerre de 14-18, je ne sais pas, la guerre de 70, je ne sais pas la guerre, il était venu à Paris. 70. Paris, les belles filles, les petites filles de Paris, ils savaient dire que quelque chose. Jolie madame. Et il les avait entendus chanter, il les obligeait à chanter tous les jours après. Et moi j'ai eu cette piqûre dans la main, ce qui s'est transformé tout de suite en phlegmon. Ça m'avait percé la main,
complètement, j'avais le bras qui était comme ça, j'arrivais pas à me faire soigner parce que notre commando arrivait toujours trop tard. On avait demi-heure pour se faire soigner, mais il y avait 3000 types qui arrivaient en même temps pratiquement. Alors c'était les premiers qui arrivaient à l'infirmerie qui pouvaient avoir accès à l'infirmerie, les autres ils étaient trop tard. Et donc j'étais arrivé comme ça. Et ce capot, on arrive, mes copains, parce qu'il me disait toujours, mais pourquoi je n'allais pas à l'infirmerie me faire soigner? Parce que je ne pouvais pas travailler. Je pouvais prendre les briques et passer comme ça pour mes copains, mais c'est tout. Et donc ça l'étonnait que je ne sois pas à l'infirmerie. Et mes copains, il faut comprendre pourquoi, c'est parce que notre commando arrivait à trop tard. Eh bien, il s'arrange, il va trouver un soir, le même soir où ils ont parlé de ça, il va trouver le capot, le vieux, le SS, et il lui dit c'est l'heure, on est parti un peu plus tôt, même peut-être avant, mais je suis arrivé assez tôt pour arriver au machin, à l'infirmerie. Et on me dit, il y avait un copain qui s'appelait Neveu, qui a été conseiller général de la Seine, là, qui me dit, Jean, si tu vas à l'infirmerie, lui il faisait les pluches, il faisait partie des plucheurs. Il me dit, tu demandes à te faire soigner par Basile Serban. Je dis, pourquoi? Mais parce que c'était un copain. C'est un Roumain, mais qui faisait la résistance en France. Faisait partie des Moïs qu'on appelait, mouvement ouvrier et immigré. Et il avait bien connu toute la liste de la fiche rouge. Là. Il connaissait bien Misak. Et donc j'arrive à l'infirmerie et puis je demande à voir Boris Serban. Il arrive, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? On ne s'était jamais vu. Hein. Et bien j'ai dit, voilà, ce qui m'arrive, j'avais le bras qui était comme ça, qui était étranglé par la veste du machin. La première chose qu'il fait, il coupe la veste pour dégager le bras, et ça m'a déjà soulagé. Et puis il dit à un autre infirmier, Victor, c'était un russe, il lui dit, tu t'occupes de ça, il faut que tu nettoies la plaie. Toute la plaie, il faut que ça soit clair, qu'il n'y ait pas un brin d'humeur. Alors, le gars il commence à... La première chose, il prend un morceau de bois, il me dit, mets ça entre tes dents. Moi je refais, je lui dis, mais pas le bois, mais tu veux là. Alors d'autorité me met le machin, il est compris. Après, j'aurais hurlé, là, entendu à tous les cas. Parce que le dessus, ça faisait déjà mal, mais quand il est passé dans le trou avec un machin pour nettoyer, j'aurais hurlé. Et puis j'étais en colère parce qu'on me dit de m'adresser à Basile Serban, et puis ça va au moment où eh ben, il était allé chercher un bon d'hospitalisation. Parce qu'ils avaient un SS à l'hôpital, c'était un ivrogne, un alcoolique. Et il était prêt à tout pour avoir de l'alcool. Et on avait le chef de l'infirmerie, c'était un Français aussi, c'était un chirurgien, Henri Lafitte, qui était d'ailleurs à l'époque, c'était le patron de tous les chirurgiens, quoi. Ils ont toujours les syndicats là-dedans. Et lui, il allait chercher, accompagné du SS bien sûr, ils allaient chercher des médicaments à Munich. À la fin, ils y allaient pour rien parce que... Mais, par contre, tu trouvais toujours de l'alcool pour alimenter ces gars. Et pour avoir de l'alcool, il lui faisait signer des bons en blanc d'hospitalisation. Et j'ai bénéficié de ça. Mais je ne voulais pas aller à l'hôpital. Alors quand Maurice revient, je lui dis, mais Maurice, je vais être en retard à l'appel. Tu sais ce que c'est là?
Oui, oui, mais non, tu ne seras pas en retard à l'appel parce que tu ne vas pas à l'appel. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que tu vas être hospitalisé. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas être à l'hôpital. À l'hôpital, on ne sort que les pieds devant. Non, non, il n'y a pas question. Alors attends, viens avec moi. Il m'amène, il s'occupait aussi de la pharmacie. Mais il n'y avait absolument rien sur les rayons, il n'y avait plus rien. C'était les pansements, c'était du papier toilette, c'était tout ce qu'il y avait. Et il m'avait installé un lit de camp là. Il m'a dit, et tu resteras là, tu n'iras pas à l'hôpital. C'était le même bâtiment, mais c'était séparé, c'était bien séparé. Donc je suis resté là. Quand ça commençait à guérir, il grattait un peu pour que s'il y ait un contrôle, je puisse voir que ce n'était pas guéri. Il a réussi à me garder quand même presque 1 mois et demi à l'hôpital. C'était en plein hiver, c'était très, très, très bien. Et puis un jour, il y a eu une épidémie de typhus à Dachau. Et les docteurs français étaient reconnus comme les meilleurs pour tout traiter toutes les maladies. On les amène tous à Dachau pour essayer d'enrayer cette épidémie de typhus. Et pendant ce temps-là, c'est un docteur grec qui les remplaçait, des docteurs grecs, parce que, pas grec, tchèque, parce qu'il y avait un accord entre Hitler et puis une des personnalités, je ne sais pas si c'était le président de la République ou quoi, tchèque, qui avait dit que les Tchèques ne travaillaient pas. Qu'ils pouvaient faire ça pour eux, de ne pas les faire travailler. Et donc, les Tchèques ne travaillaient pas. Et donc, c'était les docteurs tchèques qui ont pris la place des autres, là, parce que c'était provisoire. Et l'autre, il arrive, il te fout un tas de poudre de perlimpinpin là-dessus, que 8 jours après, c'était sec. Quand mes copains reviennent de Dachau, quand ils avaient enrayé l'épidémie, la première chose qu'il m'a dit, alors, ta main? J'ai dit, Maurice, regarde, il n'y a plus rien. Voilà, attends, on va faire quelque chose. Alors, il regrette un peu, même pas vite. Et puis il me dit, tu as la main comme ça, quand tu vas passer au contrôle, il faut te la tenir comme ça. Il faut que tu vois, c'est les suites de la... Et donc j'ai fait ça un petit peu, et puis un jour c'était la SS, c'était pas des docteurs qui faisaient c'était un SS quelconque, n'importe qui venait là, et puis bon, ben, j'ai été puni, j'ai ramassé 15 jours de travail, heureusement je ne l'ai pas fait parce que c'était la fin, quoi. Mais j'ai changé de commando, on m'a envoyé à la gare de Munich, c'était le commando le plus dur après, parce qu'il fallait transporter des rails, des traverses, mais il y avait tellement de monde. Et donc là-bas, je suis resté 3 semaines, quand il y avait des alertes, on allait se réfugier dans les fabricants de bière, là, dans les distilleries de bière. Et le dernier jour, c'était le 26 avril. 45. On va se réfugier là. Tous ceux qui faisaient marcher, c'était tous les prisonniers. Il n'y avait pas de là. Ils avaient mobilisé même les gens de 80 ans, où ils faisaient de la défense publique. Et s'ils étaient capables de prendre un fusil, on les envoyait au front. C'était quelque chose. Et donc on allait là, et on avait soif, donc on nous donnait de l'eau à boire, il n'y avait pas de problème. Mais ce jour-là, c'était pratiquement beaucoup de Russes qu'il y avait dans le... Et ils ne nous donnent pas de la bière à boire. On était tous un peu... pas l'habitude de boire. Tellement bien que le soir, on chantait dans les abris, on chantait la Marseillaise, l'Internationale. Il y avait les sentinelles, ce n'étaient pas des Allemands, c'était des gens qui avaient accepté de jouer ce rôle, c'était des prisonniers de guerre qu'on avait baptisés de sentinelles allemandes.
Et là, vous aviez toujours des camarades de S avec... Je les ai jamais quittés le soir, il n'y avait que sur la journée, que le chantier était sur le chantier, donc j'ai jamais quitté la baraque. C'était drôle parce qu'en principe, tous les gars de le même commando étaient dans les mêmes baraques de manière à pas créer de confusion le matin au départ. Et là, non, je ne les ai jamais quittés. Et le 26, oui, on rentre. On avait bu un coup, c'était un peu bien, on avait tous un peu pompette. Et les Russes, qui étaient les plus nombreux, ils se mettent à chanter. Et bizarrement, tout d'un coup, on entend la mélodie de la Madelon, mais en russe. Ça a été repris par les Italiens, et puis les Français, on ne pouvait pas faire autrement que de chanter la Madelon. On arrive au camp, contrairement à l'habitude, quand on passe le camp, il y avait toute la lignée des officiers allemands qui étaient là, nazis. Il y avait quelqu'un pour nous fouiller, si on n'amenait pas quelque chose de l'extérieur. Par exemple, si on avait un bout-chiffon, on n'avait pas le droit d'avoir le bout-chiffon parce que ça pouvait servir de chaussette russe. On amenait du bois parce que pour chauffer les baraques, il y avait des grands poêles qui pouvaient chauffer la baraque. Et il fallait amener du bois. Alors on faisait des petits fagots de bois qu'on cachait. Et si vous les voyez, ils nous les confisquaient parce qu'eux aussi voulaient se chauffer. Et voilà comment c'est passé. Et puis le 27, je me réveille, il faisait jour, on partait toujours la nuit. Je dis, ça y est, je me suis endormi, qu'est-ce que je vais prendre? Et puis machinalement, je passe ma main sur l'étage au-dessus, où il y avait mon copain Pierre Audoise. Et je sens qu'il était là. Et je regarde en dessous, je vois que le copain en dessous, il était là. Ah ben j'ai dit, ah, c'est pas moi. Alors je réveille quand même Doise, parce qu'il faisait partie du comité international des déportés. Tu sais, il y avait toujours quelque chose une association qui était là, qui est prête. Et je lui dis, Pierrot, qu'est-ce qu'il arrive? Regarde, il fait jour et... Alors il se lève, et puis il dit à tout le monde, surtout ne bougez pas. Je vais voir les camarades du comité international, voir ce qui se passe, mais ne bougez pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors il est parti, il avait dit surtout ne sortez pas. Donc il n'y avait pas le chef de baraque qui était parti aussi, pas de vue. Donc c'est pour ça qu'on était au lit, parce qu'avant, à 5h30, il fallait être au pied du lit. Et puis on attend, Pierre Audoise revient. Et puis il nous dit, ben écoutez, il n'y a plus d'Allemands dans le camp. Mais ne bougez pas, on ne va pas bouger d'aujourd'hui, on va rester sages dans nos baraques, parce qu'ils sont peut-être autour du camp, et ils attendent qu'on fasse une manifestation de joie, et à ce moment-là, ils risquent. Parce qu'il y avait des Russes, la veille, 2 jours avant, ils avaient demandé à ce que tous les Russes se mettent à part des autres, sur la place d'appel. Et il y en a un de chez nous qui lance au mot d'ordre, il faut empêcher ça, on va arracher tous nos écussons de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir si c'est un Russe ou autre. Mais ils étaient connus par les chefs de capot ou par les chefs de baraque, donc ils les ont retrouvés, il y en a très peu qui ont réussi à se sauver. Mais on a essayé. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et puis, alors, mon copain va voir, et puis il revient, il dit, bon, ben, ça y est, c'est fini. Ils sont même allés, il y avait un poste de l'artillerie qui était resté, qui était à côté du camp, allemand. Hein. Et ils sont allés les voir en leur disant, voilà, vous avez vu que tous vos patrons, la SS, ils se sont sauvés. Alors on vous demande une chose, il est possible que les Américains tirent. Surtout ne répondez pas, parce que si vous répondez, ils vont savoir qu'il y a un poste là. Mais ils ont quand même tiré un coup de canon, dont il y a eu la riposte, et on a eu 4 blessés,
pas de chez nous, mais il y avait deux, dans tout cas, le camp était partagé en trois. Il y avait une partie qui était pour des juifs, et il y avait une troisième partie qui s'est créée au dernier moment, dans les derniers mois, et le dernier mois même, pour les femmes qui avaient fait 200 km à pied, pour venir, parce qu'ils rapatriaient tout pour qu'elles échappent à la libération des Américains. Et quand elles étaient arrivées, on avait vu le docteur Lafitte, là, notre du groupe, là, avait vu qu'elles étaient dans un état lamentable. Mais sans rien demander, il est allé les voir. Il fallait qu'il passe la porte de sortie pourtant. Hein. Mais il est passé derrière la paire, fièrement. Il a entendu dire, bon, ou alors il avait déjà compris que c'était fini. Il est allé voir ses femmes pour essayer de les soigner avec du matériel pour pouvoir les soigner parce qu'il y avait des pieds en sang, des jambes, tout. Après, il est revenu et il dit voilà, il me faut des volontaires pour amener des paillasses parce qu'elles couchent directement sur le ciment. Et moi, je me trouvais, j'étais allé voir mon camarade Badiel Serban. Et Lafitte me dit voilà, il me faut des volontaires pour porter des paillasses pour que ces dames ne puissent pas. Et puis moi je me suis porté volontaire. Et on est parti avec des paillasses, on n'avait pas d'autorisation. Hein. Et on a passé la porte et on nous a laissé passer, ça rien. Ils avaient senti déjà après. Et on a apporté des paillasses pour ces femmes. Et les Russes dont vous parliez tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les Russes qui étaient partis, oui, parce qu'ils en ont amené même presque 200. À un moment donné, ils leur ont dit de se sauver. Et quand ils se sont sauvés, ils avaient des mitraillettes qui étaient prêtes pour les faucher. Et c'était Victor, celui qui avait gratté le mal, qui est revenu à la centrale parce qu'il ne savait pas où aller, qui faisait partie qui est revenu à la centrale et c'est lui qui nous a raconté ça. Et c'est pour ça que Doise après a dit surtout ne sortez pas parce que s'ils s'en ils sont cachés derrière et puis ils vont allumer. Et puis 2 jours après, le lendemain, on est sorti tranquille. C'était incroyable. Sur chaque baraque, il y avait un drapeau des nationalités, fait avec des petits bouts de chapeau, de chiffon qu'on avait trouvé, en vert, rouge, blanc et bleu, et on avait fait des drapeaux qui étaient sur les baraques. Là, on est le 30 avril 45. 30 avril, le camp d'Alag, le 30 avril. Mais là, par contre, à Dachau, le 28 avril, il est arrivé une brigade de SS pour mettre le feu au camp. Il y avait un ordre d'Hitler qu'il ne fallait pas qu'il y ait un être vivant qui tombe entre les mains des Alliés. Il ne fallait pas qu'ils racontent, quoi. Et ils sont venus, ils étaient une douzaine, et ils n'ont pas pu faire la scène parce qu'ils ont été attaqués par des résistants allemands qui étaient contre le régime, qui étaient cachés à la mairie de Dachau, parce que Dachau c'est une belle petite ville, et qui les a harcelés toute la nuit, à tirer dessus pour... malheureusement, à un moment donné, ils n'ont plus de munitions, ils ont été tous tués par les SS, ils sont allés là-bas, les autres. Et c'est marqué sur la mairie, et ça. Là, il y a un panneau avec tous les noms des pauvres gars qui sont vécus. Et les Américains sont arrivés dans le même jour. D'abord, on a vu un officier qui est rentré, puis après, on a vu les gens qui arrivaient, les jeeps et tout. Et toute la piétaille venait d'un autre côté, traverser les voies ferrées de la gare de Dachau. Et il y avait un train qui était là, qui sortait une odeur affreuse. Alors ils ont voulu savoir ce qu'il y avait dedans, on a brisé les chaînes, ils ont ouvert les portes, c'était que des cadavres, il y avait 3000 cadavres qui venaient de Buchenwald. Ils étaient partis avec 3 jours de vivres,
Et le train, il a mis 17 jours, ils n'ont pas eu ni à boire ni à manger pendant 17 jours. C'est-à-dire qu'ils étaient tous morts. Mais il y en avait qui étaient morts. Il y a eu quelques survivants quand même. Non, non, dans le train, non. Pas celui-là. Pas dans le train. Ceux qui sont venus à pied. Parce qu'il y en a 3000 qui sont venus dans ce convoi militaire. Des wagons, il y avait même des wagons pas couverts. Des wagons tombeaux. Tout le temps du trajet, ils ont enterré des morts. Il y avait un curé à un endroit qui a fait sonner les cloches pour faire venir les habitants. Et il a dit aux habitants, voilà, tout ce que vous avez, pommes de terre, tout, vous le faites cuire, mais il faut que j'ai énormément de vivres. Et c'était pour donner aux... parce que le train s'est arrêté, c'était les survivants qui enterraient les morts, et puis le train roulait, repartait. Et ce curé, il a eu cette idée-là de distribuer des ravitaillements. Ce qui n'empêche là, il y a eu plus de morts après la libération que pendant le séjour de la dysenterie. Il y avait l'infirmerie, c'était une horreur. On marchait dans une boue d'excréments. À un moment donné, il y a le patron, Lafitte, il dit il faut faire quelque chose quand même, on ne peut pas laisser comme ça parce qu'on va tous pourrir avec ça. Et ce sont des républicains espagnols qui sont portés volontaires. On a vidé complètement une baraque normale, quoi, les blocs où on habitait nous, on couchait, de manière à faire une annexe pour l'infirmerie, de manière à pouvoir nettoyer ça, parce que c'était une horreur. Et en fait, vous avez beaucoup maigri à l'arrivée, vous avez une trentaine de kilos. Quand les Américains sont arrivés, passés sur le bloc sanitaire, je faisais 36 kilos. Je n'en revenais pas. Parce qu'on se voyait tous maigrir, donc on ne faisait pas attention. Il y avait Pierre Audoise, c'était 100 kilos. Après, il n'y avait plus que les os et la peau, ça faisait drôle, mais comme on était tous pareils, ça nous... Je ne sais pas, mais quand l'Américain m'a fait monter sur la balance, et que j'ai vu que ça faisait 30 kilos, je ne comprenais pas, il dit, elle ne marche pas votre balance. Il dit, mais le type n'a pas compris. Mais c'était bien la réalité, je faisais 36 kilos. Et vous l'avez dit dans une interview, même si la solidarité n'était pas aussi forte qu'à Ace, c'est quand même en quelque sorte ça qui vous a sauvé. Dans les conditions où elle était plus forte à Dachau qu'à Ace. Ah oui. Parce qu'on n'avait rien et on donnait. Ouais. On recevait notre morceau de pain, on me donnait un pouce pour la solidarité. Vous divisiez en tranches. Voilà. Ouais. Quand on avait un ordre, ça venait d'Ace, de se surveiller mutuellement, de manière à signaler s'il y avait un gars qui avait plus le moral. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai eu ce problème-là, au moment où le bras était pris, je souffrais tellement qu'à table, un jour, je dis, je ne mange pas, je me laisse mourir, j'en ai marre. Et Pierre Audoise, dont je parle beaucoup, c'est un Marseillais, il m'a dit, petit, si tu te laisses aller, je te botte le cul, que ça te fera plus mal que ton bras. Et bien c'est reparti, j'ai ri, et puis je me suis remis à vivre normalement. Si la solidarité était vraiment, vraiment... Il y a quelque chose qui... Il y a eu une femme, une juive, qui fait des témoignages comme je fais, et qui dit chaque fois dans ce témoignage, on a été à Caen. Ginette Kolinka. Ouais, à Caen. Oui, c'est Ginette Kolinka qui... Oui, Ginette Kolinka. On était là-bas, on passait un film sur elle, justement. Et j'étais invité, et il y avait des gens de film qui posaient des questions. Et je l'entends dire, mais là, les camps de concentration, parce que quelqu'un lui dit, mais
Vous êtes là parce que par la solidarité, vous avez été par quelqu'un. Dans les camps, il n'y a jamais eu de solidarité. Dans les camps, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Vous n'avez rien. C'est pareil. Alors qu'un mot, c'est déjà de la solidarité, c'est bien dit au bon moment. Oui, mais c'était une déportée raciale. Oui, et c'était pas une politique. Et oui, mais... Je pense que ça c'est peut pas faire... pareil. Ouais. Vous avez mais non, mais pas eu la même expérience. C'est pas pareil, mais ça m'exaspère quand tu as dit ça. D'abord à Caen, j'ai repris derrière. J'ai dit contrairement à Ginette, moi je peux vous dire que là où j'étais, il y avait de la solidarité, je leur ai expliqué l'histoire. L'international, vous avez chanté l'international. L'international au camp, ça y était, parce qu'il y avait vraiment toutes les nationalités, entre les Tchèques, les Espagnols. Mais c'est pas tellement. C'est surtout la Marseillaise qu'on a chanté. Et un jour, on chante la Marseillaise pour le 14 juillet. On chante la Marseillaise, c'est-à-dire ça commence. Puis tout d'un coup, les paroles sont greffées et on a chanté. Il y a quelqu'un qui court, il était là, comme c'était un vétéran du camp français, on l'avait mis à un poste qui surveillait le lavage du lait. Des SS bien sûr. Et on va le voir, parce qu'il faisait partie du comité international de Dachau. Et on va le voir en lui disant, viens vite, il se passe quelque chose, ça. Il arrive, et il entend chanter ça. Alors dans son livre, il marque, il faut être fou, mais ça ne m'étonne pas de ces anarchistes, ils nous traitent d'anarchistes déjà, alors que c'était tout le contraire. Mais il termine son machin en disant, mais je suis quand même fier d'être français, d'entendre ça. Parce que, si, ça a foutu peur à tout le monde, mais quand il y a eu l'assassinat d'Hitler, loupé, mais tout le monde a cru que ça avait été réussi, parce que celui qui avait mis la bombe à l'entendre éclater, il a dit, bon, c'est bon. Il téléphone à tous ses copains, ça y est, Hitler mort. Vous avez été averti de ça. Hein? Vous avez appris ça. Oui. Oui, pourquoi? Parce que dans le camp, il y avait les SS, mais il y avait aussi des gens de la Wehrmacht. Oui. C'était des convalescents, parce qu'au lieu de faire la convalescence chez eux, ils venaient faire les gardes à la prison. Et eux avaient mis les SS en prison, en cellule. Ah oui. Eh oui. Et dans beaucoup d'endroits, ça s'est passé comme ça. Et puis quelques heures après, malheureusement, il y a eu un communiqué qu'il y avait eu cet attentat, mais que Hitler était bien vivant. Il y a eu un massacre d'officiers. Oui, 10 000, oui. Et donc après ça, vous allez revenir à Souillac, donc vers le 18 juin 1945. C'est pas trop vite. Après le 30 avril, les Américains nous gardent exactement comme nous gardaient les Allemands. Bon, on ne travaille pas, c'est pas... Un jour, on voit arriver une Jeep, c'est Leclerc qui arrive dans le camp. Alors, bon, tout étonné, il dit, mais comment ça se fait que vous êtes toujours là, que ça fait 3 semaines que vous êtes libéré, et on lui dit, monsieur Leclerc, général, il faut demander ça aux Américains, c'est pas nous, on va le dire. Ils ne donnent rien donné à manger. Alors il me dit, Leclerc, d'abord il nous fait un petit discours, on lui chante la Marseillaise, vous êtes tous des soldats, garde à vous. Moi je ne tenais pas debout, c'était deux copains qui me tenaient debout, en fait. Et puis en fait il nous dit, voilà, je vais rendre compte de ma visite à De Gaulle, et puis je reviens, et si vous n'êtes pas libérés, moi je viens avec des camions et c'est moi qui vous libère. Et en fait, c'est Delade de Tassigny qui était à Reichenau, qui a fait évacuer, il a enlevé tous les habitants de Reichenau, il a fait des cas militaires, il les a fait rentrer avec 30 kilos de bagages, il les a amenés dans une grande ville pas loin de Reichenau, et nous, on a pris les appartements.
Moi, je me suis retrouvé dans une baraque de pêcheurs avec 4 copains que je ne connaissais pas. J'étais de la chaux, mais je ne les connaissais pas. Et là, je me suis retrouvé voilà, tout seul. Après, on était bien. C'était une baraque de pêcheurs. Il y avait un jardin, il y avait un poulailler, il y avait un clapier. Alors, on était nourris le midi. C'était obligatoire, il y avait un car qui venait nous rechercher. J'étais juste à côté du lac de Constance. Il venait nous chercher et on allait à la cantine militaire où il faisait des repas en fonction de notre état de santé, quoi. Et alors on mangeait le midi et le soir, eh bien, il y avait un poulet ou un lapin qui passait à la casserole et on faisait cuire et qu'on mangeait le soir là. Donc j'ai très vite repris. Mais j'étais même gonflé parce qu'on faisait tout de l'OEDM. D'avoir resté comme ça longtemps sans manger et puis après de manger trop. Et un jour, à Reichenau, il y a un lieutenant qui vient me voir de Tassini et qui me dit Monsieur Laporie, je dis comment vous connaissez mon nom? Ah, ça c'est mon secret. Il me dit, voilà, on a besoin de vous. Je dis, vous avez besoin de moi, et pourquoi faire? Je ne vois pas ce que je vais faire. Alors il m'explique qu'il y avait eu un vol, parce qu'ils avaient évacué tout le monde, mais ils avaient gardé des infirmières allemandes, bien sûr, des docteurs allemands qui étaient à Reichenau, et puis des personnes qui étaient trop âgées, qui n'ont pas voulu déménager. Et il y a des gens qui sont allés essayer de dévaliser ces gens-là. Alors, il me dit, c'est pas l'affaire de l'armée, on voudrait que vous vous occupiez de ça. Mais j'ai dit, mais pourquoi moi? Parce que qu'à la libération, il avait fallu créer une police pour empêcher les règlements de compte qu'il pouvait y avoir entre nations, Et on m'avait nommé, moi aussi, policier pour un groupe. Parce qu'il fallait que tous les groupes mettent quelqu'un, quoi. Il fallait recréer une administration et un service d'ordre dans le camp qui soit à nous, quoi. Et donc, ils avaient su ça parce qu'ils avaient demandé à des copains, d'autres copains que je connais, je ne sais pas, et qui avaient dit ça, mais attendez, il y en a un qui a fait la police à Lac, il peut peut-être... Alors, il m'avait mis un chauffeur et une Jeep à ma disposition. Et la nuit, je faisais des rondes pour empêcher Et puis, j'ai fait ça pendant 10 jours. Puis un beau jour, ils sont venus me dire, bon, mais depuis, il ne s'est rien passé. Donc, je crois que le gars, il a compris. Ils ont repris la Jeep et moi, je suis... Et je suis resté encore 8 jours. Et puis, le matin, on m'a dit, bon, ben, vous pouvez aller pouvoir. Alors, on est monté dans les cars, nous a amenés à la gare. On a traversé la Suisse. Alors, on arriva à Genève, on a passé par Genève. Ils avaient des grandes tables là sur le quai, avec toutes les viennoiseries qu'on peut s'imaginer, du chocolat, du café, et avec des bonnes dames là qui nous disaient mangez les petits, mangez, mangez, il ne faut pas qu'il arrête, il ne faut pas qu'il arrête. Ils se rachetaient le train n'était pas là pour rester longtemps, il a fallu partir. Et dans le train, j'ai rencontré une... Ah non, c'est pas là. Et on est arrivé à l'hôtel du Tessia, où là, il y avait des cars qui nous attendaient à la gare de l'Est. On est monté dans les cars, et on a amené là. Alors, quand on est arrivé à l'hôtel du Tessia, il y avait tout un tas de gens qui nous interrogeaient, on passait un vrai temps d'interrogatoire. Et il y en avait qui ça a énervé, qui ont crié, mais bon Dieu, vous ne voyez pas qu'on est fatigué, que toutes ces questions, qu'on est résistant. Et il y a un officier qui est venu et qui nous a dit, écoutez, je sais que c'est en regard ce qu'on fait, mais imaginez-vous qu'il y a des gens, des collaborateurs qui se sont mélangés à vous et qui veulent passer pour des... Bon, on ne va pas les laisser perdre. Alors après tout le monde, personne n'a rasé parce qu'on a compris. Et moi j'attendais mon titre de transport pour descendre chez moi. Ils nous avaient donné une tenue, c'était les tenues des miliciens.
je n'ai jamais voulu mettre cette tenue, donc je suis rentré avec mon habit de déporté. Et j'étais en train d'attendre mon titre de transport, puis tout d'un coup j'attends une demande de la Forie à l'accueil. Qui peut me demander, j'avais de la famille à Paris, des cousins, mais je savais qu'ils avaient tous collaboré. J'étais sûr que c'était pas eux, que c'était. Après, bon, à la troisième fois qu'il m'appelle, je dis je vais voir. Et que je tombe sur un garçon qui s'appelle Georges Lévy. C'était un juif, bien sûr, que j'avais sauvé. Mais sans le vouloir, puisque un jour, je cherche du boulot et j'apprends qu'il y a une entreprise qui s'installe à la gare de Souillac parce qu'ils vont montrer un poste, une petite centrale électrique en vue de l'électrification de la ligne Paris-Toulouse. Donc, ils cherchent des ouvriers. Mais tous les ouvriers sont prisonniers en Allemagne, hein. Ils ne sont pas encore rentrés. Alors il me dit, ça c'était en 43, début 43. Alors je vais m'embaucher, et le patron, c'est un type de Toulouse, le directeur de la société, il me dit, voilà, monsieur Lapori, ce que je vous demande de faire, il faut me trouver des hommes. Et je dis, mais où voulez-vous que je... C'est à vous, vous connaissez la région. Vous savez, il y a des gens qui sont cachés quelque part, ceux qui ont échappé au SS ou qui ont échappé à comment être prisonniers. Moi, j'en avais avec moi après. Et il dit, donc, vous en trouverez, cherchez, cherchez. Donc je partais à vélo à la campagne, et puis quand je voyais un bonhomme, je dis, vous ne voulez pas travailler, vous voulez pas... Puis j'allais demander dans les fermes. Et je lui donne des hommes. J'arrive à lui trouver une douzaine d'hommes, ce qu'il va demander. Après, il me demande, oui, mais il me faut trouver un chef de chantier, parce que moi je ne suis pas pour rester ici. Ah ben j'ai dit, j'ai ça sous la main, j'avais un oncle à moi, le mari de la tante qui m'avait prévenu que j'allais être arrêté, qui était un ancien entrepreneur du bâtiment à Brive. Il avait fait tout un quartier de Brive d'abord. Et il venait d'être rapatrié sanitaire. Il avait joué les fous dans les camps de prisonniers, tellement que les Allemands l'ont cru, et ils l'ont rapatrié sanitaire. Alors j'ai dit, j'ai ce qu'il vous faut, parce qu'il n'était pas fou du tout. Mais lui, il savait lire à peine et écrire. Il n'avait jamais écrit de sa vie. Il avait été mis au boulot à 7 ans. À 7 ans. Il était de Tulle. C'était un garçon qui s'est marié avec une tante. Et je lui dis, j'ai ça. Donc j'amène mon oncle, je vais voir mon oncle, je lui dis, tu veux travailler ou tu veux continuer à rester à rien faire? Et bien il m'a dit, non, je vais travailler, bien sûr. Mais j'ai dit, je t'ai trouvé du travail, bien, je vais te présenter. Il était tout étonné que le minot lui dise ce qu'il voulait faire. C'était minot encore. Hein. Donc je l'amène. Et bien il dit au directeur, mais voilà, pour tout ce qui est le travail de bâtiment, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a de la comptabilité ou des rapports à faire, il ne faut pas compter pour moi, je ne peux pas les faire. Je n'ai pas raconté pourquoi. Il a dit, alors le patron, il me dit, il se retourne vers moi, il dit, Jean, tu sais ce qu'il reste à faire, il faut trouver... Et je descends en Souillac, donc, et je vois un type assis sur le bord d'un trottoir, en face à la sortie d'un hôtel. Alors je m'approche, je lui dis, mais vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, qu'est-ce qui arrive? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Il me dit, mais non, je ne suis pas malade, je viens d'être mis dehors de l'hôtel. Et je dis, mais pourquoi on m'a mis dehors? Et c'est lui qui me dit, je suis juif. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et donc, il me dit, je suis juif, je ne peux pas remonter à Paris parce qu'il y avait eu la rafle et tout. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, écoutez, moi, il y a une chose que je peux faire.
je peux déjà vous trouver du travail. Il m'a dit non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas le droit de m'embaucher. Aucune entreprise n'a le droit de m'embaucher. J'ai dit écoutez, si je vous donne du travail, si je vous trouve un travail à faire, est-ce que vous le ferez? On ne parle pas de l'interdiction. Moi je m'en occupe de ça. Et il m'a dit ben, bien sûr que je ne peux pas vivre sans rien faire. Donc je le présente toujours à ce directeur de maison. Et puis je lui dis maintenant, si vous, pour coucher, j'ai aussi la moyenne de vous coucher. J'avais une grand-mère qui avait été à 500 mètres de la gare, où on pouvait aller sans descendre dans les rues. Il n'y avait qu'à suivre la voie ferrée. Il y avait le jardin qui donnait sur la voie ferrée, par le jardin, la rue. Et ça, il n'a pas voulu. Il a accepté le boulot, mais il a dit non, je veux bien, mais vous m'installez un lit de camp, n'importe quoi, dans le bureau, mais je resterai là. Et je compte sur mon oncle en lui disant, je compte sur vous pour m'amener rapidement, ça me sera nécessaire. Et c'est ce type-là qui ne venait pas pour moi, parce que. Mais il venait tous les jours pour voir s'il n'y avait pas des gens de sa famille qui étaient rentrés. Et il a vu mon nom, il m'a appelé. Alors il m'a gardé un jour à Paris. Il m'a fait visiter toutes ses familles, ses cousins, cousines, en me disant, tu vois, là, il manque 4 personnes, là, 3 personnes ne sont pas revenues. Enfin, il avait 17 personnes de sa famille qui n'étaient pas revenues. Il m'a fait, tu connais la Tour Eiffel? Ben non, j'ai jamais vu la Tour Eiffel. Eh bien, viens, je t'amène à la Tour Eiffel. Et on avait le droit de déporter les prisonniers de guerre, étaient les seuls à pouvoir monter dans la Tour Eiffel. Mais il y avait tout un cas de jeunes filles, une jeune femme, je ne sais pas si c'était jeune fille ou jeune femme, mais il y avait des femmes qui étaient là. Chacun de nous, chacun des prisonniers de guerre qui avait le droit de monter, pouvait amener une personne avec lui. Alors elle était tout là, en attente de voir. Alors bon, moi j'ai fait appel à une, la première qui s'est présentée, j'ai dit, vous voulez monter avec moi? Oui, mais venez. Voilà, parce que la Tour Eiffel. Et j'ai couché, le soir j'ai couché celui, donc je suis rentré chez moi avec un jour de retard, parce que malheureusement le centre avait envoyé un télégramme à ma grand-mère, j'avais donné l'adresse de ma grand-mère, pour dire que j'arrivais ce jour-là. Et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé à Souillac, il y avait un comité de réception qui était formé par les commerçants. Il y avait un grand hôtel qui appartenait à la famille Coudert, famille de Roger Coudert, qui racontait le catch, le rugby. Et donc on m'a amené là, mais dans le train j'avais croisé une jeune fille qui venait de passer 3 ans dans les camps de concentration. Alors on a discuté évidemment de quoi, de cet internement qu'on avait, et elle parlait très bien. Quand j'arrive au centre d'accueil, il y avait mon oncle qui en faisait partie puisqu'il était commerçant. Et mon oncle me dit, regarde ça à côté de toi, il y a une gerbe de fleurs, cette gerbe de fleurs, elle est pour toi. Ah, j'ai dit, à quelle occasion? Oui, parce que hier, il y avait le maire avec la musique qui t'attendait, parce que c'était hier que tu devais arriver. Donc cette gerbe était pour toi. Ben, j'ai dit que je sais pas, je prends la gerbe et je la donne à la jeune fille qui était avec moi, parce qu'elle était descendue à Souillac aussi. Et puis je dis à mon oncle, cette jeune fille de Saint-Denis-Pointe-Martel, il n'y a plus de train, donc il faut, comment elle va faire pour aller chez elle? Il me dit, pas de problème, on téléphone à un taxi qui va venir chercher. Donc il y a un taxi qui arrive avec sa mère. Mais tous ses parents devaient la croire morte, parce que 3 ans après, sa nouvelle de sa fille, parce qu'elle était habillée tout en noir, arrive avec le taxi. Et quand elle a vu sa mère et ce taxi-là,
je ne sais pas ce qui est arrivé, mais elle a perdu la raison. Elle s'est bien raconté mais alors dans un désordre total, et puis sa mère a dû comprendre que ça la foutait mal les autres, pas sans doute parce qu'elle habite à Pouilly, elle rentre dans le taxi, et puis le taxi est parti à vitesse. Mais voilà le choc qu'elle a eu en voyant sa mère et tout. Et moi, mon oncle me dit, mais pour toi aussi, un taxi. Alors il y a ma mère, quand elle me voit descendre cette fille, elle a cru que je ramenais une femme allemande. Elle m'a dit, tu m'as fait peur. Mais j'ai dit, pourquoi pas, tu sais, les Allemandes sont comme les autres. Hein. Et puis mon oncle me dit, ben, t'as un taxi pour te descendre. Mais Jean, tu sais, le taxi, c'est ma mère qui va le prendre. Ma mère était déjà âgée. Et moi, je vais descendre, parce que la gare est à 1,5 km de la ville, pratiquement. Maintenant, ça ne se voit plus, parce qu'il y a tout ce trajet, c'est plein de maisons. Et je lui dis, moi, je descends à pied, parce que je veux voir les arbres en fleurs, je veux écouter les petits oiseaux. Et voilà, j'ai descendu à pied. Et je me suis mis à chanter, d'ailleurs, tout seul, pour moi tout seul. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Le chant de l'oreille. Et voilà, je suis arrivé. Le soir même, je vais voir ma soeur, ma tante, déjà pour le café. Parce que c'était la personne que j'aimais le plus, toute la famille.